J'accueille maintenant Salam Pax. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez Franck Dubosc? Malheureusement pas, non. C'est extraordinaire parce que quand même il a un regard vers moi. Il sait donc que je suis Franck Dubosc. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ouais, c'est vrai. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a comme un... Salam Pax, bonsoir. Vous avez 31 ans, vous êtes irakien de Bagdad. Salam Pax, évidemment, c'est votre pseudo. Salam, ça veut dire la paix en arabe, et Pax, ça veut dire la paix en latin. Et puis c'est un jeu de mots avec Salman Pak, qui est une entreprise d'armement en Irak. Alors vous êtes devenu célèbre à travers votre journal, qui raconte votre vie quotidienne à Bagdad, qui a été diffusé sur Internet en anglais. Ça s'appelle un weblog, quand on diffuse son journal sur Internet. On dit aussi un blog, et on vous a appelé le blogueur de Bagdad. Voilà. Alors au départ, c'est juste une correspondance publiée entre deux amis. C'est pour ça que ça s'appelait Where is Raed? Où est Raed? Raed, c'est un ami à vous qui était parti faire des études en Jordanie. Et puis, votre log a eu énormément de succès, des dizaines de milliers de lecteurs quotidiens, jusqu'à bloquer le serveur certains jours. Et c'est vrai que ce sont des textes en parfaite contradiction avec l'image habituelle qu'on se fait des Irakiens. Vous parliez dans votre log de votre obsession pour David Bowie, vous parlez du nouveau CD de Massive Attack, et en plus vous avez beaucoup d'humour. Jusqu'au jour où le quotidien britannique The Guardian vous propose de publier par écrit vos textes, qui étaient d'abord sur Internet, et ça passe très bien du support électronique au support papier. Voilà. On a dit que vous étiez l'Anne Frank de la guerre d'Irak. Alors aujourd'hui, vos textes paraissent sous forme de livres. Un livre qui s'appelle Bagdad Blog, chez Hachette Littérature. Alors l'intérêt du blog, en l'occurrence, c'est que finalement, face à une information, je dirais, hollywoodienne, un peu comme un jeu vidéo, vous, c'est vraiment la voix de l'intérieur. C'est pour ça que ça a eu autant de succès, non ? On avait l'impression, effectivement, d'assister à un jeu vidéo, une production hollywoodienne. C'était quelque chose d'un peu surréaliste. Et en fait, à l'époque, je n'y pensais pas vraiment pendant que j'écrivais mon blog, mais d'autres y ont pensé et se sont rendus compte qu'effectivement, la plupart des rapports journalistiques étaient un peu irréalistes. Et là, il y avait une voix de l'intérieur, une voix véritablement irakienne, qui racontait vraiment ce qui se passait. C'était intéressant de voir la réaction des gens. La classe, il est doublé par le mec qui fait Bruce Willis. C'est vrai. C'est exactement, absolument. C'est la ça. classe. Vous racontez, Salam Pax, les préparatifs des bombardements. Là, on est en septembre 2002. Alors, vous dites qu'en fait, pour vous préparer au bombardement, vous allez acheter de l'alcool, des bons bouquins, des trucs à grignoter. Comme pour les cyclones. Ouais. Il faut, tu dis voilà, tu t'es Exactement, préparé à être c'est comme pour un enfermé, cyclone, à il se boire, prépare à manger, exactement, des tu as jeux pour les raison. enfants. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et on sait qu'il y a une catastrophe qui arrive et on n'a rien sous la main pour empêcher l'arrivée de la catastrophe. On reste chez soi, on ferme les fenêtres et puis on prie. Alors, le 12 octobre, vous dites « J'achèterai pas des petits drapeaux américains pour accueillir les nouveaux colons ». Et vous comparez les Américains aux Anglais en 1920. Vous dites « On n'a pas besoin que le monde civilisé nous donne des leçons ». Il faut bien comprendre que l'un des gros problèmes qui se posent en Irak actuellement, c'est la façon dont nous avons été traités en tant qu'Irakiens. On nous a montré très peu de respect. Et je crois qu'il faut quand même faire comprendre au monde que nous sommes capables de nous défendre nous-mêmes, de nous débrouiller tout seuls. Et on ne peut pas forcer ces choses. On ne peut pas se pointer et dire voilà, on va forcer la démocratie, ça ne marche pas. Bien sûr. Ben non, ça s'appelle de la dictature. Voilà. Alors, fin octobre, Salam Pax, vous êtes très critique avec les boucliers humains. Vous dites que les boucliers humains, on leur donne 15 000 dinars par repas. Et là-bas, en Irak, ça permettrait de manger un mouton entier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont leur cœur au bon endroit, ils ont le cœur sous la main, mais en même temps, manifestement, ils étaient manipulés par le gouvernement irakien, ces boucliers humains. Ils ne se rendaient pas tellement compte. Et puis en même temps, lorsque le gouvernement irakien leur a demandé de prendre place dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centrales, ils ont dit non, 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 on va se faire tuer, et ils ont quitté le pays à ce moment-là. Alors donc, ça allait à contre-courant de ce qu'on voulait. Ouais.
Alors la guerre approche, c'est extraordinaire son truc, parce que jour après jour, tu vois la guerre approcher. Vous dites personne ne me convaincra que la guerre est acceptable. Vous êtes inquiet de l'attaque, évidemment, des bombardements, mais surtout des suites. Et apparemment, la suite vous a donné raison, puisqu'on a vu que c'était bien pire après qu'avant. En décembre 2002, il y a un rapport qui sort sur les droits de l'homme en Irak, et ça vous met en colère parce que vous dites « merci d'avoir rien vu pendant 30 ans ». C'est-à-dire que vous reprochez à la communauté internationale de s'intéresser aux droits de l'homme en Irak à quelques mois de l'invasion américaine. Bah oui. C'est exactement ça. Il faut bien comprendre que tout d'un coup, du jour au lendemain, les Américains débarquent et disent voilà, nous venons vous libérer. Mais ils étaient pendant tout ce temps derrière le régime de Saddam pendant des années. Ils ont soutenu ces régimes barbares pendant des années, bien avant la guerre. Et puis tout d'un coup, comme ça, ils se pointent en tant que libérateurs, ça ne marche pas. Il ne faut pas rêver. Il faut être un peu cynique quand même pour croire à ce genre de salade. Ils arrivent comme ça, comment peut-on accepter une chose pareille? Ça, c'est un des problèmes. Ils se présentent en tant que libérateurs et nous connaissons leur passé. Ils ont soutenu Saddam pendant des années. Voilà, alors un internaute un jour vous reproche la passivité des Irakiens en disant pourquoi ne se soulèvent-ils pas, ne se révoltent-ils pas contre Saddam Hussein? Et vous répondez, excuse-moi, c'est pas grave de se faire enculer à coups de tessons brisés. Bah oui. On est arrivé à un moment où on s'est bien rendu compte que les Irakiens n'arriveraient pas à se débarrasser seuls de Saddam. Le régime était très puissant pour couper littéralement les têtes qui osaient s'élever contre Saddam. Donc il fallait bien survivre. Alors évidemment, on gardait un profil bas. Mais en revanche, on s'est rendu compte que les jeux ne pouvaient pas se faire sans une intervention extérieure. On était coincés le cul entre deux chaises, pour ainsi dire. Alors, on accepte d'un côté la coalition qui vient, ou bien est-ce qu'on la refuse? Non, on voulait se débarrasser de Saddam, mais la seule façon, c'était la guerre. Voilà, alors les bombardements approchent. Vous dites on va nous démocratiser à coups de bombe. Et c'est pas très bien, parce que vous dites que finalement, les femmes voilées des pieds à la tête, la séparation des filles et des garçons, le retour à la loi tribale qui remplace la loi, sont des choses qui sont arrivées en Irak après la guerre du Golfe. Et oui, j'espère que maintenant on s'en rend bien compte. Les sanctions qui ont été imposées à l'Irak n'ont servi à rien, n'ont fait rien de bien. Nous avons vécu 10 années d'horreur à cause des sanctions et n'ont fait aucun mal à Saddam, mais au peuple. Alors voilà, le 20 mars 2003, c'est la guerre. Vous dites que Saddam aille au diable et que Bush l'y rejoigne, ce qui me semble être un slogan sur lequel tout le monde pourrait être d'accord ici, en tous les cas. Et puis c'est l'invasion. Et là, vous dites, Salam Pax, les Américains ne font rien contre les pillages, en fait. Oui, et ça nous a fait très mal. Parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de gouvernement, plus de tête, et on faisait confiance à ces gens de l'extérieur qui étaient censés assurer la sécurité. Ils sont restés là, les bras croisés devant les pillages, devant la destruction, restés là à se tourner les pouces, alors que c'est eux qui avaient les armes pour nous protéger, ils ne l'ont pas fait. Alors, le résultat de tout cela, c'est qu'on leur fait plus confiance. Ouais. Alors, vous parlez de la chaîne de télévision Al Jazeera, vous dites elle est pire que jamais. Elle devrait être interdite par le Mollah Bremer. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a... Je ne sais pas si on lui traduit ce que tu dis parce qu'il est écroulé de rire. Hein. Non, mais peut-être il lui raconte des histoires de Toto, peut-être. L'histoire de Al Jazeera, effectivement, cette chaîne se détériorait du jour au lendemain. Et j'ai pas tellement bien compris pourquoi ils mélangent un peu tout. Par exemple, ce qui se passe en Irak, ils appellent ça de la résistance plutôt que du terrorisme, alors que c'est du terrorisme. Al Jazeera, leur mentalité, j'ai du mal à la comprendre. Et le Mollah Bremer, en tout cas sur ce dossier, aurait dû être plus ferme. Alors voilà, vous racontez un jour la fouille de votre maison familiale par des soldats américains. Vous dites d'abord c'est des gamins. Et alors ils vous soupçonnent de recevoir des Soudanais, une cellule Al-Ansar. Oui, on était censé être une cellule terroriste nous-mêmes. En fait, c'était des ouvriers. C'est quand même. D'ailleurs, vous dites à la fin, bravo les mecs, vos informateurs sont vraiment super. C'était des ouvriers qui venaient travailler dans la cuisine de votre mère, et les Américains les ont pris pour des Soudanais d'Al-Ansar. Mais ça les arrange bien de ne pas prendre des terroristes à tous. Comme ça, ils peuvent te prendre Guantanamo, rien dire, pas d'avocat, rien du tout. Hop, 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 hein. Non, c'est-à-dire c'est comme ça que ça se passe. On vous traite comme des terroristes, que vous le soyez ou non. Alors, sur l'avenir de l'Irak, vous êtes relativement optimiste. Vous dites qu'on passera par une phase de libanisation,
de béroutification, mais que finalement, à la sortie de ça, ben, c'est vrai que les gens aujourd'hui à Beyrouth, ils vont dans les boîtes de nuit, et vous pensez que ça peut se terminer comme ça? Oui, absolument. En tout cas, je l'espère. Ça prendra du temps, ça prendra beaucoup d'efforts. Mais c'est le genre de choses auxquelles on aspire. On veut vivre une vie normale. On a perdu son quotidien, on veut le retrouver. Aujourd'hui, la vie est complètement bouleversée, plus rien n'est normal. Et il faut être optimiste. Il n'y a pas d'autre choix. Oui, mais la montée du fondamentalisme chez les jeunes, par exemple, il y a 60% de jeunes qui sont chômeurs en Irak, c'est ce que vous dites. La montée du fondamentalisme va pas dans ce sens-là. Vous pensez pas qu'au lieu de vous retrouver en train de danser à une nightclub, vous allez vous retrouver à la mosquée en train de prier de force? Non? Effectivement, ils vont vouloir construire plus de mosquées que de boîtes de nuit, c'est vrai. C'est une source d'inquiétude. Mais enfin, quand même, je pense qu'on va se débarrasser des mollahs, on va se débarrasser du voile et on ira dans les boîtes de nuit. Dieu vous entende. Alors... S'il y a des élections en Irak, ça ne sera pas le Liban, ça sera l'Iran, non? Parce que c'est les chiites qui vont gagner. C'est vrai. Actuellement, en tout cas, ça se présente comme ça. J'ai bien peur que les chiites l'emportent sur le modèle iranien. C'est très inquiétant. Mais ce qu'on peut quand même espérer, c'est qu'avec l'arrivée du nouveau gouvernement, la transition du pouvoir, peut-être que les choses vont préparer les Irakiens à des véritables élections et le spectre d'un pays islamique n'est pas aussi inquiétant qu'il n'était hier. Ouais. Enfin, les Américains ne font rien pour arranger les choses, parce que vous parlez de la prison d'Abu Ghraib dans le point de cette semaine. Vous dites, en parlant des sévices que les soldats américains ont fait subir aux prisonniers d'Abu Ghraib, c'est du porno cheap, c'est du mauvais SM, et c'est pas un accident. C'est une volonté d'humilier les Arabes dans ce qu'ils ont de plus sacré d'une certaine façon. Et c'est quand même assez intéressant cette affaire, c'est-à-dire que ça n'était effectivement pas une coïncidence. Ils ont tapé exactement dans les angoisses, les phobies du monde arabe. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher véritablement ces images d'humiliation d'hommes attachés par des femmes, ces histoires d'images homosexuelles. Ça n'était effectivement pas un hasard. En tout cas, je ne peux pas le croire. C'était pas par hasard 6 ou 7 personnes qui se sont amusées à cela. C'était prévu pour. Ouais. C'est comment la vie à Bagdad aujourd'hui? C'est-à-dire que si on peut essayer de faire abstraction des soldats, des barricades, des murs de béton, des fouilles, des explosions et de tout cela, si on peut oublier tout cela, ben, la vie est presque normale. Vous dites, si on se fait tuer, il n'y aura personne pour enquêter. C'est vrai, il n'y a pas de loi, c'est un État hors la loi. On peut se faire assassiner, kidnapper, tout cela, en toute impunité. C'est vraiment le Far West. Alors, vous avez beaucoup d'humour, et c'est vrai que votre bouquin est marqué vraiment au sceau de l'humour. C'est vachement bien écrit, c'est très drôle. Et ça fait penser un peu à ce que YB avait écrit sur l'Algérie à un moment. C'est le même esprit. Alors, vous dites, il nous faudrait un manuel du genre « La démocratie expliquée aux nuls ». Oh yeah. Oui, il nous faudrait ça. Et j'aurais voulu qu'on amène ce livre ici, mais non. Alors, je sais que vous aimez beaucoup David Bowie. Vous êtes fasciné par David Bowie. J'adore. Je peux vous faire écouter un remix de David Bowie par David Guetta. Sure. Ça vous plaît? Oh yeah. J'adore. Absolument. Super. Je voudrais juste dire, c'est très classe, mais il est resté là un bon moment à parler. Il n'a pas sorti une vanne, il n'aura pas de carte. Tu as une carte quand même? Non. Non, il n'a pas sorti une vanne. C'est vrai qu'en même temps, venir de Bagdad et pas sortir une vanne. Ouais. Au début, je me dis, on reçoit Patrick Bosson, on va rigoler. One of my films, t'as entendu? Non. Il y a un film qui sort à Bagdad maintenant. Lequel? Ah, Attache-moi. Ah. Et au bout d'un moment, c'est devenu... Enfin, on estimait que c'était trop pornographique pour le public arabe, alors on l'a censuré. Claro, claro, maybe it's too heavy, T'es no? une star en Irak. I have more sweetie. Bon, j'accueille maintenant Alexandre Adler.